Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le bilan de la loi Choisir son avenir professionnel. Alors pourquoi ce webinaire? Eh bien, en cette période de post-élection présidentielle et législative, il nous a semblé intéressant de faire un point à partir du bilan de l'application de la loi de 2018 sur quelques éléments clés, notamment sur l'accord cadre national interprofessionnel des partenaires sociaux en cours et de s'interroger sur les enjeux à venir. Donc, nous avons sollicité Alexia Boyou-Jeuncourt, conseillère en formation continue et juriste au JPFTLV de Bourgogne. Elle nous apportera donc ses éclairages sur les différents éléments. Enfin, pour alimenter vos réflexions sur les sujets, nous aurons deux partenaires sociaux. Monsieur Bernard Guérin, représentant CFDT pour l'organisation salariée, Jean-Marc Thirion, secrétaire général de l'Union des entreprises de proximité pour l'organisation employeur, qui pourront donc peut-être nous parler des enjeux à venir ou du moins nous livrer leur point de vue. Bon webinaire à tous. Et maintenant, donc, je laisse la parole à Alexia. Bonjour Alexia. Bonjour Christine, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Donc nous allons être assez nombreux. On a prévu un temps de questions-réponses à la fin du webinaire sur les dernières 20 minutes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique questions-réponses, alimenter le fil de discussion. On reprendra tout ce que nous pourrons reprendre dans le temps qui nous est imparti, parce que finalement 1h30 pour faire un bilan d'une loi d'ampleur majeure, c'est relativement court. Donc merci de votre présence. On a un petit document de support qu'on va vous partager et qui vous sera remis à la suite de ce temps de webinaire. Donc, on va commencer en se posant quelques questions puisque, comme l'a évoqué Christine, on est dans un contexte un petit peu particulier. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel date de 2018 et finalement, sa pleine application est très récente. Elle date finalement du début de l'année 2022. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui implique des transformations profondes à peu près sur tout l'écosystème de la formation, c'est-à-dire aussi bien au niveau des acteurs. On pense à la création de France Compétences, établissement public national régulateur qui est nouveau dans le paysage institutionnel. On pense au passage des OPCA aux opérateurs de compétences. On pense à la mise en place du réseau des associations de transition professionnelle. C'est aussi une loi qui a emporté une réforme importante en termes de financement, en termes de circuit de financement, avec le principe d'une contribution unique collectée par le réseau URSSAF. Et là, on voit que la collecte par le réseau URSSAF vient de s'installer sur le début de l'année. C'est une loi qui a également mis l'individu au cœur des dispositifs en modifiant un certain nombre de modalités de prise en charge. On pense notamment donc à la fin du CIF, remplacé par le CPF de transition, à la mise en place du portail Mon compte formation, qui est une forme de place des marchés où les individus sont en lien direct avec l'offre de formation. Donc, il y a énormément de choses. Je reprends d'ailleurs les propos de Fadila Khattabi qui a signé l'avant-propos du rapport d'évaluation de la loi LCAP qui met bien en exergue la profondeur de la réforme. On a parlé à un moment donné d'ailleurs de Big Bang sur tous les aspects de la formation. On est aussi dans un contexte particulier parce que cette appropriation de la loi s'est doublée d'une crise sanitaire majeure qui a perturbé le jeu normal de la mise en place de la loi, notamment des mesures d'application, et puis qui a décalé un certain nombre d'échéances. Je pense par exemple à l'obligation pour les organismes de formation d'être détenteurs d'un certificat qualité, ce qu'on appelle le label Calliope, qui date du début de cette année. C'est encore très, très, très récent. Et puis, c'est une année d'échéance politique puisque nous avons eu à la fois les élections présidentielles et puis les élections législatives qui nécessitent forcément de mettre un petit coup d'arrêt aux travaux qui étaient en cours et puis qui posent des questions. Il y a eu beaucoup d'initiatives par rapport à des interrogations sur la loi LCAP. Alors, soit il y a des prises de position assez radicales pour dire qu'il faut changer complètement la loi LCAP, soit, et c'est le plus fréquent, on a plutôt des positions sur des souhaits d'aménagement, d'amélioration. Je prends deux exemples avec deux petites phrases que vous voyez apparaître. Laurent Berger pour la CFDT qui dit qu'il faudrait éviter, ou en tout cas on voudrait éviter un nouveau
nouveau Big Bang de la formation professionnelle. Pourquoi? Parce que on s'est pas forcément encore approprié l'intégralité des mesures. On est encore dans une phase de mise en œuvre de cette loi et que peut-être des aménagements sont-ils nécessaires, mais il ne faut pas forcément refondre complètement le système. Autre position, David Cluzo pour le syndicat des acteurs de la formation, qui parle du problème financier. On va y revenir ensemble. On est sur des exercices budgétaires de France Compétences avec 3 années où un déficit apparaît. Donc la question du financement de la formation professionnelle reste assez prégnante. Et son interrogation porte sur une idée un peu de jauge rapport qualité-prix, c'est-à-dire de mesurer les investissements par rapport aux bénéfices attendus par rapport à la formation professionnelle. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va faire un état des lieux qui est connecté à la date du jour, 29 juin. On n'a pas les éléments détaillés sur ce qui va advenir. Le gouvernement est en train de se mettre en place. Le nouveau ministre du Travail est en train aussi de se positionner. Ce qu'on peut dire, c'est que le travail, il a déjà commencé un peu en amont en 2021 avec ce qu'évoquait Christine, c'est-à-dire l'accord cadre national interprofessionnel signé par les partenaires sociaux. Pourquoi 2021? Parce qu'il était déjà prévu de faire un bilan de la loi LCAP sur 2021. En plus, c'était le 50e anniversaire de la loi Delors qui a fixé le cadre de notre système de formation professionnelle. Donc, c'est aussi une volonté des partenaires sociaux d'avoir un geste politique fort vis-à-vis des pouvoirs publics et de se positionner en amont des échéances politiques, en amont de l'élection présidentielle et des élections législatives. Donc, cet accord, il permet de mettre en exergue 49 propositions qui se cristallisent finalement autour de 7 grands axes prioritaires qui donnent lieu à des groupes de travail paritaires. Vous les voyez apparaître, donc travail autour de l'alternance avec un questionnement sur les 2 contrats, sur le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, avec un questionnement sur le modèle économique également. Un questionnement sur le compte personnel de formation avec toujours pareil, un questionnement sur la place de chaque acteur dans le pilotage du CPF et un questionnement sur le financement par rapport à un certain nombre de données chiffrées sur lesquelles on va revenir. Un axe autour du développement des compétences en entreprise avec une interrogation sur comment inciter encore davantage la formation en entreprise. Un axe sur l'amélioration du système de certification professionnelle qui a déjà été refondu par la loi LCAP, puisque on a aujourd'hui une régulation par France Compétences des 2 répertoires, le répertoire spécifique et le RNCP. Mais il y a une volonté de simplification et une volonté aussi de travail sur des logiques de passerelle entre les certifications. Un questionnement autour de la gouvernance, avec l'idée d'un pilotage éclairé de la formation professionnelle, en s'interrogeant sur le poids respectif des acteurs du quadripartisme, région, État, syndicats de salariés et organisations patronales, la question de la mobilisation des moyens financiers et puis un chantier autour des transitions professionnelles. Donc ça, ce sont des groupes qui ont commencé à travailler sur la fin de l'année 2021 avec encore des travaux en cours sur 2022. Ce qu'on peut dire, c'est que le geste politique est d'autant plus fort que l'accord a été signé par la quasi-totalité des instances représentatives, à part Force ouvrière qui a une position de principe un peu plus tranchée par rapport à la loi LCAP, qui remet en cause le principe de la loi et qui souhaiterait une évolution beaucoup plus profonde. On est plutôt dans une logique de souhait d'aménagement qu'on va essayer d'illustrer ensemble avec nos 2 intervenants sur chacune des thématiques. En marge de cet accord cadre national interprofessionnel, le ministère du Travail a lancé lui-même des groupes de réflexion qui fonctionnent en parallèle des groupes paritaires auxquels sont associés des acteurs du territoire, les partenaires sociaux bien sûr, et puis des membres des pouvoirs publics. Donc vous voyez que les thématiques se recouvrent, on retrouve l'alternance, on retrouve l'investissement au sein des entreprises dans la formation, on retrouve la question de la gouvernance avec un axe qui
se dessine autour de la mise en place d'un espace stratégique d'échange beaucoup plus libre que n'est le conseil d'administration de France Compétences, où les acteurs du quadripartisme sont partie prenante, ont un rôle à jouer, mais qui n'est peut-être pas suffisamment ouvert en termes de réflexion. Et puis, donc des groupes autour du CPF et du passeport compétences, hein, qui doit permettre d'assurer la traçabilité des formations suivies par les personnes dans le cadre du CPF. Et puis, un groupe un peu plus technique autour du système d'information, de la collecte des données, ce qui se cristallise autour du projet qu'on appelle Agora, avec en parallèle une réflexion sur des indicateurs d'efficacité et d'efficience pour pouvoir interroger le système. Alors, sur les groupes lancés par le ministère du Travail, là encore, il y a des choses qui ont été mises en place, notamment sur les groupes techniques, mais il faut avouer que la période électorale a coupé court un petit peu aux discussions et que là, on est plutôt dans une période où on attend ce qui va être remis en place par le nouveau ministre du Travail. Et ça veut dire qu'on va avoir pas mal d'échéances qui vont se mettre en place sur le deuxième semestre 2022 avec ces groupes paritaires et ces groupes portés par le ministère du Travail, avec l'objectif d'interroger la loi LCAP. Donc, pour ce matin, on a choisi des thématiques particulières puisqu'on ne peut pas brosser un tableau complet de toutes les évolutions et puis revenir sur chacun de ces groupes de travail. On va s'interroger essentiellement ensemble sur le compte personnel de formation, l'accompagnement et les transitions professionnelles et puis l'alternance. Donc, 3 sujets spécifiques sur lesquels on va prendre un temps de bilan et interroger nos invités par rapport aussi à des questions de perspective. Alors, si on prend le premier point sur le compte personnel de formation, je me base essentiellement sur le rapport parlementaire qui a été publié en début d'année, qui est le rapport d'évaluation de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ce qu'il est dit dans le rapport, c'est beaucoup de positifs. C'est plutôt le succès du compte personnel de formation, succès porté par une évolution quantitativement positive, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui ont téléchargé l'application, qui ont créé leur accès à leur compteur, qui ont bénéficié d'une formation, hein, qui ont ouvert un dossier formation. Et puis, on a un profil des bénéficiaires qui a évolué. Je vais vous donner tout de suite après quelques chiffres. D'un autre côté, tout n'est pas positif forcément. Il y a des aspects un peu plus critiquables, ou en tout cas, il y a des choses sur lesquelles le rapport pointe du doigt des travaux possibles. Il y a la question assez sensible de la fraude, et ça, je pense que tout le monde a des éléments d'information sur le sujet, où on a fait l'objet en tant que personne, en recevant des mails, en étant appelé pour utiliser son compte personnel de formation. On va voir qu'il y a des choses qui ont déjà été mises en place en termes de régulation. Il y a le sujet de la co-construction, notamment la question des abondements qui peuvent venir de différentes parties prenantes, hein, les régions, l'État, l'entreprise elle-même, avec une volonté de peut-être refaire un peu plus de lien avec la place de l'entreprise dans le cadre du compte personnel de formation. Et puis, il y a un constat qui est le fait que les formations qui sont le plus choisies ne sont pas nécessairement les formations les plus professionnalisantes, avec une interrogation en exergue sur le modèle financier, puisque derrière, on est sur une problématique de déficit au niveau de France Compétences, essentiellement portée par 2 postes de dépenses, le CPF et l'alternance. Et sur le CPF, il y a une vraie interrogation sur le type de formation suivie dans le cadre du CPF et est-ce qu'il doit y avoir des priorités, est-ce qu'il doit y avoir des systèmes de filtre. Alors, si on revient sur quelques indications chiffrées pour alimenter ces éléments du rapport, par rapport à l'évolution du profil des personnes qui suivent une formation portée par les fonds CPF, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une relative démocratisation, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation du nombre de personnes qui utilisent le CPF, mais une augmentation d'autant plus marquée sur des catégories socio-professionnelles qui seraient des ouvriers ou des employés, et c'était quand même un des objectifs recherchés au niveau de l'esprit de la loi LCAP. On a une évolution positive aussi par rapport à l'utilisation que les femmes font de leur compte personnel de formation, puisqu'il y avait un petit rattrapage à opérer de ce côté-là. On est quasiment à 50% des 2 côtés. Au niveau de la moyenne d'âge, on a une forte utilisation sur des publics plutôt moins de 30 ans et plus de 50 ans. Vous voyez, une personne sur 5 des usagers à plus de 50 ans.
Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que les formations sont de plus en plus courtes. Si on regarde les formations suivies dans le cadre de l'ancien système, si on prend une date qui est la 2016, on était sur des formations en moyenne de 296 heures. Aujourd'hui, sur l'horizon 2020-2021, on est sur des formations autour de 60 heures en moyenne, hein. Il y a des formations très longues, il y a des formations beaucoup plus courtes. Le budget moyen des achats se situe autour de 1 329 €. Hein, ce sont les chiffres qui sont donnés par la Caisse des dépôts et consignations. Donc ça, c'est une évolution qu'il faut mettre en lien avec le potentiel derrière, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont accès au compte personnel de formation. Hein. Toute personne, dès qu'elle rentre dans la vie active, a droit à un CPF. Par contre, tout le monde n'a pas des provisions sur son CPF, puisque le CPF tourne avec l'activité de travail. Donc les compteurs sont en moyenne autour de 1 800 € sur le secteur privé et autour de 96 heures pour les agents de la fonction publique qui conservent un CPF qui n'est pas monétisé. C'est aussi une plateforme qui permet de mettre en lumière une offre de formation très large. On a un nombre d'organismes de formation assez important qui est présent sur la plateforme Mon compte formation, un peu plus de 16 000 organismes de formation. Alors, si on fait le ratio, on a à peu près 69 000 organismes de formation en France au niveau national. Hein, donc, c'est une petite partie, mais on a quand même une évolution en nombre d'organismes de formation assez importante pour un nombre de formations d'à peu près 219 000, un peu plus de 3 000 certifications professionnelles. Sur ce volet-là, la Caisse des dépôts fait une régulation assez forte depuis la fin de l'année dernière et notamment aussi depuis les exigences de Calliope, c'est-à-dire qu'il y a eu de la régulation automatique sur la vérification des labels Calliope des organismes de formation sur la plateforme. Et puis le deuxième niveau de régulation assez fort de la Caisse des dépôts, c'est par rapport à la question des certifications, avec une vraie vérification de l'agrément des organismes de formation qui mettent en avant dans leur offre telle ou telle certification. À côté, on a quelques éléments chiffrés sur les abondements possibles, puisque les abondements sont ouverts progressivement sur la plateforme. Hein. Il y a eu un effet de démarrage surtout au profit des demandeurs d'emploi, puisque c'est Pôle emploi qui a commencé la boucle de l'abondement. Ensuite, la plateforme s'est ouverte aux abondements employeurs. Donc, vous voyez, avec un peu plus de 8 000 employeurs qui ont prévu des dotations complémentaires sur les portefeuilles CPF de leurs salariés. Donc, il y a plusieurs types de dotations, hein, des dotations libres, volontaires ou des dotations liées à des obligations particulières des employeurs, notamment par rapport à la question des entretiens professionnels, hein, sur laquelle on reviendra. Et puis, il y a des expérimentations portées par un certain nombre de régions, de branches professionnelles qui ont choisi de mettre en place des systèmes d'abondement. C'est le cas pour la région Bourgogne-Franche-Comté, hein, avec un abondement expérimental, pour d'autres régions, comme la région Pays de la Loire, par exemple. Et puis, au niveau des branches professionnelles, donc, ce sont des négociations qui peuvent déterminer un périmètre particulier de l'abondement par rapport à certains types de salariés et certains types de formations. On retrouve par exemple des illustrations dans la branche santé avec l'OPCO Santé. Donc des éléments qui montrent qu'il y a quand même une évolution au niveau du profil et une évolution au niveau du nombre d'organismes de formation, ce qui malheureusement évoque aussi un effet d'aubaine du côté de l'appareil de formation et donc ça réévoque la question de la fraude. Par rapport à ça, donc le rapport parlementaire fait un certain nombre de propositions, hein. Vous aurez les éléments dans le document qu'on vous partagera à la fin du webinaire, qui sont des propositions sur la communication, sur des mesures de protection par rapport à l'interdiction du démarchage téléphonique. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une grosse campagne de communication qui a été mise en place avec des documents qui sont disponibles notamment sur le portail Mon compte formation. On peut faire un signalement directement sur le portail Mon compte formation. Donc, c'est des documents que vous voyez, hein, sur les bonnes pratiques à adopter par rapport aux fraudes sur le compte personnel de formation. Il y a la régulation qu'opère la
Caisse des dépôts directement, qui a modifié ses conditions générales d'utilisation très récemment pour amender notamment la partie sur la communication trompeuse, sur les fraudes, etc. Il y a des contrôles assez réguliers, les chiffres sont importants. Il y a eu à peu près 1170 signalements d'organismes de formation l'année dernière. Il y a eu 120 déréférencements d'organismes de formation, c'est quand même pas négligeable. Et puis, il y a des rappels à l'ordre qui sont un petit peu moins impactants que le déréférencement, mais qui montrent qu'il y a un vrai suivi de la part de la Caisse des dépôts. Et puis, on a la première traduction contentieuse. Il y a les premiers litiges qui apparaissent devant les tribunaux. Il y a notamment une affaire là qui est en cours au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais avec un OF qui vendait des formations bureautiques avec simplement l'envoi d'une clé USB à un nombre de stagiaires très important. Et il n'y avait pas grand-chose de plus que l'envoi de la clé USB. Et en plus, il y avait tout un système de bons cadeaux pour offrir des ordinateurs, etc., sur les fonds du CPF. Donc ça, c'est un procès qui est en cours. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur la régulation. Et puis, il y a également mise en place d'un comité spécifique de pilotage ministériel sur la question du démarchage abusif et de la fraude, avec des réunions mensuelles qui sont prévues. Donc, la régulation se met en place sur ce marché qui a évolué avec un nombre beaucoup plus important de prestataires et puis de bénéficiaires. Et ça, c'est le côté positif par rapport au sujet. Alors, l'intérêt, c'est aussi de se mettre un petit peu en perspective. Je vais peut-être laisser la parole à Christine sur quelques questions. Tout à fait. Bien, justement, je vais m'adresser donc, aux partenaires sociaux. Bonjour, Monsieur Thirion. Bonjour. Et surtout, merci beaucoup d'être venu donc, à ce webinaire et de partager vos idées là-dessus. Par rapport à ce que Alexia vient d'évoquer, notamment autour du CPF, quelle place justement les partenaires sociaux ont dans le pilotage du CPF? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci également pour l'invitation à participer, à contribuer à ce webinaire. Alors, pour répondre à votre question, place des partenaires sociaux dans le pilotage du CPF, voire au-delà, j'y reviendrai, insuffisante, vous l'imaginez bien. Alors, poser cette question, ça permet aussi de rappeler en premier lieu que les partenaires sociaux ont initié la création du CPF. Je pense que c'est la première chose qu'il conviendrait de rappeler. Ça veut dire aussi que c'est un outil auquel nous sommes tous attachés. Alors, bien évidemment, et Bernard Guérin reviendra sur les enjeux actuels et sur les enjeux à venir du CPF et sur les nécessaires adaptations qu'il va falloir engager dans l'avenir. Mais encore une fois, c'est un outil que nous avons porté et que nous continuons à promouvoir, bien évidemment. Sur la place des partenaires sociaux, alors la loi de 2018, elle a eu d'un point de vue institutionnel pour objectif aussi, dans une certaine mesure, de rationaliser un petit peu l'environnement institutionnel de la formation professionnelle, avec la création notamment de France Compétences. Et c'est le constat qu'on fait dans l'accord cadre, c'est que d'une part, la loi de 2018, dans cette recherche de cohérence du système de formation professionnelle, n'est pas allée jusqu'au bout de la démarche et a créé, je crois que c'est le terme qui est utilisé dans l'accord cadre, a créé en fait des séparations entre certaines instances. Et c'est le cas pour la Cour des comptes, notamment, qui est gestionnaire du CPF. Et donc, nous plaidons évidemment pour que les partenaires sociaux soient davantage impliqués au pilotage du CPF auprès de la Cour des comptes, en l'occurrence, qui est donc le gestionnaire. Ça permettrait aussi d'avoir une plus-value de la participation, parce que quand on parle du rôle des partenaires sociaux, c'est aussi la plus-value que les partenaires sociaux, en lien avec leur présence dans les territoires, qui peut être une plus-value pour la remontée des besoins des territoires, des entreprises et des salariés sur le sujet. Et puis questionner aussi la place des partenaires sociaux sur le CPF, c'est la questionner aussi dans les autres instances. Et si on voit notamment France Compétences,
vous ne serez pas surpris de nous entendre dire que nous considérons que la place des partenaires sociaux au sein de France Compétences n'est pas suffisante et que bien souvent les décisions politiques nous sont imposées plus que nous contribuons au débat. Donc nous plaidons là aussi pour qu'il y ait un rééquilibrage entre les pouvoirs des différents collèges au sein de France Compétences et que nous puissions participer véritablement aux décisions politiques et stratégiques et participer aux arbitrages, qu'ils soient techniques, budgétaires et financiers. Si on prend le CA de France Compétences, vous prenez le Collège de l'État et les personnes qualifiées, ça représente l'équivalent de l'ensemble des voix des OP et des OS. Donc, il y a véritablement là, dans les évolutions à venir et les enjeux à venir, un rééquilibrage qui devra se faire. Et puis, encore une fois, CPF, CDC, France Compétences, au-delà, je pense que les partenaires sociaux ont un rôle à jouer sur l'ensemble de la gouvernance du système de formation professionnelle. La loi de 2018 a entraîné la disparition du COPANEF, du CNEFOP, et l'idée de cette création d'un nouvel espace national, stratégique et quadripartite permettrait véritablement de repositionner les partenaires sociaux au cœur du système. Alors, bien évidemment, il va y avoir des réflexions qui vont se mettre en place pour clarifier un petit peu les missions de cet espace stratégique, son périmètre, ses moyens d'action également. Mais je pense que cet espace pourrait trouver sa place dès lors qu'il y aurait une décision stratégique et politique qui soit issue de ces débats et au sein de laquelle les partenaires sociaux auraient toute leur place. Très bien. Merci beaucoup, M. Thirion. Je vais me tourner vers M. Bernard Guérin pour une autre question. Et donc, comme il a été évoqué, effectivement, un rôle accru des CEP dans l'intermédiation, une réflexion sur le développement du cofinancement. Donc, quels sont, selon vous, les enjeux principaux? Alors, il est évident. Alors, d'abord, bonjour à tous et à toutes, et à mon tour, merci pour avoir. C'est bien que des partenaires sociaux puissent aussi s'exprimer dans le cadre d'un webinaire comme celui-là. Donc, merci pour cette invitation. Et donc, par rapport au CPF, rappelons que le CPF, on a une volonté, nous, partenaires sociaux, de faire en sorte que le CPF soit une possibilité de transformer le pouvoir d'achat, donc son pouvoir d'achat, en pouvoir d'agir. C'est-à-dire que pour le moment, le vrai débat, c'est comment on fait en sorte que ce CPF soit vraiment fléché sur une volonté de pouvoir d'agir sur les parcours professionnels. C'est tout le sujet. Alors, si je reviens juste une seconde sur ce qui vient d'être dit par Jean-Marc Thirion, c'est un peu tout le sujet autour de quel CPF. C'est-à-dire, en même temps, on a la volonté, en effet, d'être plus présent sur le CPF. On a la volonté aussi d'agir pour que le CPF soit réellement fléché sur, du coup, l'amélioration des parcours professionnels des salariés. Évidemment, quand on parle de parcours professionnel, ça implique aussi que la construction de ce parcours nécessite forcément à la fois du conseil et de l'accompagnement. On voit bien que aujourd'hui encore, si le CPF est très utilisé, il n'est pas toujours forcément utilisé à bon escient. On a des logiques d'effet d'aubaine, ça a été dit tout à l'heure dans votre présentation, et il faut qu'on arrive là-dessus à gagner un petit peu par rapport à ça. Il faut absolument que, si on parle d'accompagnement dans le parcours, qu'on aille peut-être un peu plus loin sur l'accompagnement par justement un CEP. Alors, le recours au CEP, de mon point de vue en tout cas, il doit devenir plus systématique dans l'utilisation du CPF. Directement lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire si on veut que le CPF soit réellement un outil qui permette aux personnes de suivre des formations certifiantes, d'aller vers de la professionnalisation, de plutôt l'utiliser en direction de formations qui sont à la fois de qualité, à la fois aussi fléchées correctement pour permettre l'accès à des métiers qui aujourd'hui sont des métiers porteurs dans la région, porteurs entre guillemets. Donc forcément, l'aide du CEP est indispensable. Et c'est dommage d'ailleurs
que si on reprend l'exemple, alors je cite au passage l'exemple des transitions professionnelles, mais dans le cadre des transitions professionnelles, depuis le début, nos partenaires sociaux avons toujours été plutôt demandeurs d'un suivi obligatoire par un CEP, de façon à éviter justement d'aller à des échecs, tout simplement. Alors, c'est vrai que par rapport à ça, il faut absolument qu'on arrive à faire bouger les lignes dans cette réglementation existante aujourd'hui. Après, il y a aussi peut-être dans l'entreprise des choses qui pourraient être faites en complément par rapport à notamment l'obligation d'information sur le CEP par l'employeur. Et c'est quelque chose qui existe aujourd'hui parce que ça doit se faire dans le cadre des entretiens professionnels, mais qui, de ce qui nous revient des entreprises, ne se fait pas forcément de façon systématique. Pourquoi pas faire un pas en plus en avant? Par exemple, pourquoi pas prévoir un accueil CEP dans les locaux des entreprises quand c'est nécessaire? Pourquoi pas renforcer ce lien et en tout cas avancer absolument sur le fait que lors des entretiens professionnels, l'information sur le CEP soit donnée. Voilà, alors évidemment, ça demande un certain nombre d'évolutions, mais sur lesquelles on est aujourd'hui en recherche d'avance et d'accroche partagée par les différents partenaires sociaux. Après, on a la question du cofinancement, puisque c'est un peu dans la même question. Alors, c'est vrai que c'est une question qui se pose aujourd'hui, mais qui n'est pas nouvelle, puisqu'on sait bien depuis le début que le CPF suffit rarement à financer les formations dans la mesure où ces formations sont des formations certifiantes. Dans l'entreprise, la question du cofinancement peut se poser. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, si on va sur une question de cofinancement dans l'entreprise, il faut absolument aussi poser un certain nombre de principes. D'abord, c'est vrai que le cofinancement doit se faire à partir de ce qui revient des entretiens professionnels. Je pense qu'on va en parler peut-être après. Mais sur les entretiens professionnels, il faut absolument qu'on ait là un lieu sur lequel, à la fois, on puisse repérer les besoins des entreprises, comment, dans ce cadre-là, on peut avoir une utilisation utile du CPF et comment, du coup, on peut mettre en place des cofinancements. Mais de mon point de vue, en tout cas, ceci ne peut se faire que dans le cadre d'un accord. Alors, ça peut être un accord d'entreprise, ça peut être un accord de branche, mais en tout cas, ça passe par la mise en place d'un accord pour qu'il y ait à la fois une co-construction et peut-être la définition d'un objectif qui soit partagé et aussi d'un objectif qui aille bien vers le développement des compétences professionnelles et vers l'amélioration des parcours. Je le redirai sans cesse, mais c'est pour moi un objectif essentiel. Merci, M. Guérin. Nous reviendrons vers vous et M. Thirion tout à l'heure. Donc, je vais rendre la parole à Alexia pour qu'on continue ce webinaire. On continue, donc après la question du CPF, juste sur le CPF par rapport à ce qui a été évoqué, donc on parlait du côté du filtre par rapport à l'accompagnement CEP, et on va rebondir sur l'accompagnement CEP et les entretiens. Il y a également un questionnement sur le périmètre des certifications, c'est-à-dire éventuellement lier cet accompagnement à essentiellement les certifications qui sont hors RNCP, parce que la problématique qu'on a sur le CPF actuellement, c'est que quand on regarde en gros le top 5 des formations les plus suivies, on est essentiellement sur des formations du répertoire spécifique ou des formations de courte durée type action, création, reprise d'entreprise, donc des CACES, le permis, et des formations en langue. D'où le côté peu professionnalisant qui apparaît dans le rapport et la question du lien avec un accompagnement CEP qui permet d'avoir une réflexion globale sur l'insertion professionnelle, comme ça l'est imposé et comme ça l'est prévu de façon plus obligatoire sur d'autres dispositifs que le compte personnel de formation. Je voulais juste revenir sur ce volet-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu une évolution législative sur les actions création reprise d'entreprise, c'est tout récent, où là, il y a une régulation plus forte parce qu'on s'est aperçu que ce qui était vendu comme des actions création reprise d'entreprise n'en était pas réellement. On était plutôt sur du développement personnel, de la gestion du stress, ou alors sur des actions type prothésiste ongulaire, des actions autour de l'esthétique, c'est-à-dire des formations métiers pour ouvrir son entreprise, effectivement,
alors que dans la logique de la loi au démarrage, on est vraiment sur accompagner le chef d'entreprise sur les compétences entrepreneuriales, ce qui va lui permettre de gérer au quotidien son entreprise. Et donc, il y a eu un recadrage législatif sur ce volet-là, de manière à restreindre le périmètre des actions création reprise d'entreprise. Pour rebondir sur ce qui a été évoqué, je vous repartage mon écran. On continue notre petit bilan avec un état des lieux, cette fois-ci sur la question de l'accompagnement et des transitions professionnelles, donc qui fait du lien avec ce qui a été évoqué par à la fois Monsieur Thirion et Monsieur Guéringue. Par rapport au conseil en évolution professionnelle, hein, qui est un instrument d'accompagnement essentiel dans le cadre de la loi LCAP, le rapport met en avant une vraie montée en charge avec un retour qui est très positif de la part des bénéficiaires. Hein. Il y a des enquêtes qui sont menées. On est à 91% de taux de satisfaction. Le lien étroit entre le conseil en évolution professionnelle et puis un instrument qui est le CPF de transition professionnelle, il est fondamental, il est mis en avant et c'est quelque chose de très positif. D'où aussi peut-être la réflexion sur le lien avec le personnel de formation monétisé. La seule remarque qui est un peu plus négative entre guillemets dans le rapport, et je pense que c'est quelque chose dont vous avez conscience, c'est la question de la communication avec un relatif déficit de notoriété par rapport au conseil en évolution professionnelle. Alors après, le conseil en évolution professionnelle, il date pas de la loi LCAP, hein, il existait avant, il a été retravaillé dans le cadre de la loi LCAP, effectivement avec de nouveaux interlocuteurs, hein, on garde des interlocuteurs historiques, Pôle emploi, les missions locales, le réseau des Cap Emploi, l'APEC, et on a ajouté des opérateurs qui ont été choisis par des logiques de marché public, hein, sous l'égide de France Compétences, qui sont financés sur les fonds mutualisés des entreprises dans chacun des territoires. Hein. Par exemple, le réseau EVA hein, en Bourgogne-Franche-Comté, avec un certain nombre de partenaires, notamment les centres de bilan de compétences. Tout ça doit se mettre en place. C'est vrai que du coup, ça s'est mis en place sur l'année 2020. Il y a une montée en charge relative. Il y avait un objectif d'accompagnement qui était à peu près à 200 000 personnes accompagnées sur le dispositif. Cet objectif-là, il est pour l'instant pas atteint. On a eu un peu plus de 100 000 personnes accompagnées sur 2020. Mais on sait qu'on était quand même dans un contexte particulier de crise sanitaire. 2021, le contexte était encore particulier, donc il faut aussi laisser le temps au nouveau réseau de se mettre en place et de renforcer cet accompagnement. Il faut savoir qu'il y a des cas où il est obligatoire. Hein, il est obligatoire quand on veut un abondement particulier de son CPF en lien avec l'assurance maladie, hein, quand on est sous couvert d'une maladie professionnelle ou d'une incapacité de travail qui dépasse un certain barème. C'est obligatoire aussi dans le cadre des transitions collectives dont on reparlera. Donc, il y a des choses qui ont évolué aussi par rapport au positionnement du conseil en évolution professionnelle. Et donc, peut-être un travail sur la communication. Le rapport, il met aussi en lien l'accompagnement et la question très globale des transitions professionnelles, qu'elles soient subies ou qu'elles soient choisies. Ça, c'est quelque chose de fondamental qui est très connecté aussi à un contexte de réflexion autour de la transition numérique, de la transition écologique, de la liste des métiers émergents que pilote France Compétences, de la question des métiers en tension, bien sûr, également. Donc, il y a toute une nouvelle architecture qui s'est mise en place, hein, puisqu'on a le réseau des associations de transition professionnelle hein, qui a pris la place des fonds GESIF, avec un travail sur un système d'information commun, avec un travail sur la dématérialisation des procédures. Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions sur ces quelques années, hein, sur un temps relativement court. En parallèle, ce que note le rapport parlementaire d'évaluation de la loi, c'est qu'on a beaucoup de dispositifs de prise en charge, beaucoup de systèmes de financement qui n'ont pas forcément l'objet d'un rapport global, c'est-à-dire un rapport qui permettrait de lier les différentes initiatives, les différentes prises en charge et d'en tirer des conséquences en termes de perspectives et de priorités. On a bien sûr le projet de transition professionnelle, donc le CPF de transition, hein, qui a pris la place du congé individuel de formation, qui permet de répondre à une vraie demande avec des
systèmes de priorité qui sont à la fois partagés au niveau national sur une partie des critères et qui sont aussi régionalisés pour permettre de se rapprocher des besoins des territoires et des régions. Là encore, je vais citer un chiffre, je prends des chiffres 2021. Pourquoi le rapport met en avant une sous-dotation? C'est simplement pour faire une comparaison avec le congé individuel de formation, et une comparaison plutôt financière. On a 17 500 projets de CPF de transition qui ont été validés sur 2021, ce qui représente une masse financière de 461 millions d'euros. Si on reprend un chiffre plus ancien qu'un chiffre du congé individuel de formation sur 2016, on était à 819 millions d'euros. Donc, vous voyez, 461 millions, 819 millions, on n'est pas du tout sur les mêmes variables financières par rapport à l'accompagnement. Ensuite, le rapport met en avant les préparations opérationnelles à l'emploi individuel. Donc là, c'est un dispositif qui est porté par Pôle emploi, qui permet de former un demandeur d'emploi au plus près des compétences qui lui manquent par rapport à un poste de travail, par rapport à une offre qui a été déposée auprès de Pôle emploi. Problématique de ce dispositif, c'est qu'il n'est pas toujours très connu et que finalement, si on fait un ratio national, il n'est pas très utilisé. On a à peu près 15 000 validations de dossiers préparation opérationnelle à l'emploi individuel par an, ce qui n'est pas énorme par rapport au nombre de demandeurs d'emploi et par rapport à d'autres dispositifs de Pôle emploi. Le rapport met en avant aussi le dispositif PROA par rapport à l'axe reconversion ou transition professionnelle. Donc, ce dispositif, il a été créé par la loi LCAP, l'objectif étant essentiellement d'accompagner des salariés en CDI vers de la promotion de la reconversion. Problématique du dispositif, c'est qu'il a été créé par la loi LCAP, mais qu'il a été modifié dès l'été 2019 par ce qu'on appelle l'ordonnance Balai ou l'ordonnance Coquille, qu'il est assez complexe dans sa mise en œuvre parce qu'il suppose pour la personne d'aller suivre une formation qui est liée à une certification qui est listée dans un accord de branche étendu. Donc, il faut qu'il y ait du dialogue social en amont, il faut que les partenaires sociaux travaillent sur un accord et que l'accord soit repris par les pouvoirs publics pour être étendu plus largement que son périmètre. Donc, tout ça prend du temps, ce qui explique que le dispositif PROA a eu quelques difficultés, on va dire, à démarrer. Aujourd'hui, on a à peu près une centaine d'accords qui ont été négociés dans le cadre de la PROA qui permettent véritablement d'activer cette prise en charge donc au bénéfice des salariés en CDI, avec quand même une limite qui existe dans le texte, c'est qu'on vise des salariés qui n'ont pas un niveau supérieur au grade de licence, avec l'idée de développer la formation pour les publics qui seraient les plus éloignés en termes de reconnaissance des attentes par rapport au marché du travail. Donc, c'est un dispositif qui est plutôt un dispositif en devenir, très peu de dossiers sur 2021, une 70 à peu près, mais qui va peut-être monter en charge dans le cadre des évolutions avec ces accords cadres et puis avec le fait qu'il ait été ouvert aussi à notamment au dispositif CLEA, qui est quelque chose qui peut être financé également dans le cadre de ce dispositif. Et puis, en marge de la loi LCAP, il y a eu toute une réflexion sur la transition professionnelle, notamment portée par les partenaires sociaux. Je pense que M. Guérin et M. Thirion vont y revenir, qui ont permis d'initier un nouveau dispositif de prise en charge qui, lui, n'est pas financé sur les fonds mutualisés qui proviennent de la collecte des entreprises, mais qui est financé sur le plan de relance, donc sur un budget État, piloté par les associations de transition professionnelle. Objectif de transition collective, c'est de permettre à des salariés qui sont dans des entreprises et qui occupent des emplois qui seraient fragilisés ou menacés, de pouvoir se reconvertir par une formation qui peut être assez longue, jusqu'à 24 mois, vers des métiers qui sont considérés comme porteurs, notamment sur le territoire régional, avec un travail au niveau régional sur la liste des métiers porteurs. Donc, il y a un financement État, il y a un pilotage des associations de transition professionnelle et puis il y a des plateformes d'appui qui
existent, soit dans une logique régionale ou territoriale, soit dans une logique de filière, pour faire de la mise en réseau entre les entreprises qui recherchent de la main-d'œuvre et les entreprises qui ont des emplois qui sont potentiellement menacés ou fragilisés. Donc là encore, c'est un dispositif qui est très récent, sur lequel on ne peut pas porter une évaluation ou une analyse, mais qui est plutôt dans une logique de montée en charge, avec notamment des délégués à l'accompagnement des reconversions professionnelles qui ont été missionnés auprès des DRITS et puis des délégations départementales pour accompagner la mise en place de ce dispositif. Donc là, on va dire que le bilan, il est à faire avec un petit peu plus de semaines, de mois de décalage par rapport à la prise en charge. Et puis dans la transition professionnelle, c'est moins mis en avant dans le rapport. Il ne faut pas oublier tous les dispositifs publics portés par les conseils régionaux ou portés par Pôle emploi avec des systèmes donc, de programmation, notamment lié au plan d'investissement dans les compétences, avec même chose, un plan d'investissement dans les compétences qui a été étiré jusqu'en 2023, avec toute l'incertitude qu'on peut avoir sur la suite, avec des interrogations sur les fonds qui vont être disponibles ou pas, sur les priorités, sachant que les éléments d'évaluation intermédiaire sur le plan d'investissement dans les compétences montrent qu'il y a quand même eu une augmentation du taux d'accès des demandeurs d'emploi à la formation professionnelle, de l'ordre de 5 à 11% selon les territoires, qu'il y a un effet positif sur le travail de concert entre les acteurs de terrain sur le territoire, mais voilà, quid de la suite? On est aussi sur un petit peu un virage avec des décisions sur lesquelles les pouvoirs publics vont être amenés à se positionner dans les semaines qui viennent. D'où aussi le questionnement qu'on peut avoir. Je laisse la parole à Christine. Oui, merci Alexa. Oui, effectivement, bon, j'ai envie de me tourner vers nos deux partenaires sociaux parce que effectivement, comme tu viens de l'évoquer, en termes d'accompagnement, l'entretien professionnel et le dialogue au sein des entreprises jouent également un rôle important. Et donc, quel bilan faites-vous de la loi donc sur ce volet? Je m'adresse à vous deux. Oui, merci. Donc, disons-le, d'entrée, si on pense que la loi de 2018 a marqué un net mieux dans le cadre du dialogue social en entreprise, je pense qu'on se trompe parce que ça n'est pas le cas. Je pense même que cette loi a remis en cause un certain nombre de choses par rapport au dialogue social dans l'entreprise pour ce qui concerne en tout cas la formation professionnelle. Si on prend l'exemple des entretiens professionnels, ils étaient normalement destinés à permettre aux salariés de se projeter en quelque sorte sur leurs besoins ou sur leur désir d'évolution, puisque c'est un peu fait pour ça, de réfléchir à leur parcours professionnel, d'envisager leur avenir, de voir, bref, comment leur place dans l'entreprise pouvait évoluer, en passant soit par une formation, parce qu'il y a des expressions de besoin de formation, ou alors des demandes d'évolution en qualification. Or, ces entretiens, le constat qu'on est obligé de faire maintenant, c'est qu'ils se sont faits rarement, en tout cas au rythme prévu. Les entreprises qui ont fait tous les 3 ans, comme prévu par la loi, l'entretien et le bilan des 6 années, je pense qu'on peut assez facilement les compter. Le constat qu'on est obligé de faire, c'est qu'il y a eu là-dessus un fort déficit par rapport à ces entretiens. Alors évidemment, c'est une réalité qui peut être modulée en fonction des branches professionnelles. Il y en a qui ont fait ça plus sérieusement que d'autres, mais en tout cas, globalement, c'est le constat que, pour ma part, je fais. Ces entretiens ont pourtant une vraie utilité dans la mesure où ils peuvent aider notamment à la mise en place des plans de développement des compétences. Et là aussi, on a malheureusement un peu raté le coche par rapport à ce que prévoyait la loi. On voulait sortir, enfin la loi, en tout cas l'ambition de la loi était de sortir de la logique plan de formation dans lesquels on faisait essentiellement des formations au poste de travail. On savait aussi quelle utilité ça avait, c'est quand même assez limité. L'objectif était de passer sur un autre registre et en quelque sorte de réfléchir plus en termes de compétences et d'évolution de compétences, d'où la mise en place du plan de développement des compétences dans les entreprises, qui était censé marquer le pas de la formation, telle qu'elle existait avant dans l'entreprise. Or, on constate
après ces années de mise en place de la loi, qu'on est resté globalement dans les entreprises sur une logique de formation professionnelle telle qu'elle existait avant, et qu'on continue de faire beaucoup de formation au poste de travail, et que toute cette logique de compétence n'est pas encore rentrée dans la culture des chefs d'entreprise, globalement. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception, mais globalement. C'est dommage parce que cette partie-là de la loi, du coup, perd de l'efficacité de ce fait-là. Et les entreprises ont un peu de mal à rentrer dans cette démarche globale d'évolution des compétences, d'évolution professionnelle pour les salariés, de sécurisation de parcours, bref, tout ce qui était visé par la loi. Je pense que ça ne veut pas dire que c'est des choses qu'il faut remettre en cause, ça veut dire que forcément, dans l'avenir, il va falloir, comment on voit, pour se donner les conditions d'une réussite de ces entretiens. Il ne faut pas que ce soit pour les chefs d'entreprise une contrainte insurmontable, il faut que ce soit quelque chose qui soit compris comme pouvant efficacement participer à la réussite de l'entreprise aussi, parce que c'est aussi ça, la montée des compétences, c'est la réussite de l'entreprise. Donc, il reste beaucoup à faire pour permettre cette évolution. Et donc, ça fait partie des propositions, de propositions qui vont être à étudier par les partenaires sociaux dans les temps qui viennent. Très bien, merci. Monsieur Thirion, vous souhaitez ajouter d'autres éléments et surtout, faites-nous part aussi de votre bilan par rapport à la loi. Oui, alors en écho à ce qui vient d'être dit par Bernard Guéringue, effectivement, l'enjeu de ces entretiens, il est essentiel, mais on a aussi, alors bien sûr, c'est à différencier selon les secteurs, mais je dirais aussi différencier selon la typologie des entreprises également. Pour parler au titre de l'Union des entreprises de proximité, c'est-à-dire principalement les entreprises artisanales, commerciales, libérales, les TPE, la situation des chefs d'entreprise devant cette situation de devoir réaliser ces entretiens emporte un certain nombre de difficultés que nous, justement, pour revenir sur le rôle aussi de nos organisations, devons assumer. Je pense qu'on a un enjeu d'information et d'accompagnement de nos chefs d'entreprise. Pour que le chef d'entreprise puisse s'exprimer, notamment le recours, la possibilité du recours à un CEP auprès de ses salariés, encore faut-il que lui-même ait bien approprié la notion du CEP en l'occurrence. Et donc, je crois que là, on a aussi un rôle, nous, à jouer sur cet accompagnement et ce rôle d'information auprès de nos chefs d'entreprise. Dans les entreprises artisanales, vous n'avez pas de ressources RH consacrées aussi à cette mission-là. C'est le chef d'entreprise qui l'assume à côté de toutes ces autres missions. Donc, on a cet enjeu-là. Et puis, les entretiens professionnels, ils sont importants aussi, bien évidemment, parce que quand on parle de compétences, c'est aussi permettre aux chefs d'entreprise d'exprimer le besoin en compétences de l'entreprise elle-même et de pouvoir se projeter sur le moyen et le long terme dans le cadre de sa stratégie d'évolution de son activité. Donc, on a cette logique-là et on doit tous s'en emparer. Je vais prendre un exemple, encore une fois, sur le secteur de l'artisanat. On a une commission paritaire interpro sur l'artisanat dont la mission est aussi d'accompagner et de fournir des clés et des outils auprès des salariés et auprès des chefs d'entreprise. C'est des livrets d'accueil, notamment, qui permettent d'accompagner le chef d'entreprise dans la réalisation de ces entretiens, dans l'accueil d'un nouvel arrivant au sein de l'entreprise, d'un apprenti au sein de l'entreprise. Et dans ce cas-là, on a des outils à fournir. Je pense que voilà, on a une cohorte d'actions, une cohorte d'acteurs qui peuvent être mobilisés pour assurer cette mission auprès des chefs d'entreprise. Après, sur la réalisation du dialogue social en entreprise et autres, je serais peut-être un petit peu moins négatif ou pessimiste que Bernard Guéringue. Je pense que voilà, le dialogue est important. Je pense que dans les 2 années de crise qu'on vient de traverser, l'importance du dialogue social a montré aussi toute sa nécessité. Et le dialogue se fait dans l'entreprise, se fait au quotidien aussi entre le chef d'entreprise et ses salariés.
à plus forte raison dans les plus petites entreprises. Très bien, merci. Et en fait, j'ai encore une question. Donc, pour vous, quelles sont les perspectives sur le sujet des transitions professionnelles? Alors oui, la question des transitions professionnelles, évidemment, c'est un enjeu qui est important au regard des transformations qui ont déjà commencé et qui vont évidemment s'intensifier dans la suite, hein. Et dans ce cadre-là, la prise en charge des reconversions des salariés liées à ces mutations est évidemment fondamentale. On le voit déjà d'ailleurs, par exemple dans le secteur automobile, hein, qui est en train de changer de modèle économique complètement, et puis donc il va devoir prendre en charge ces changements, et puis c'est pas le seul, hein, il y a un certain nombre d'autres secteurs d'activité qui sont dans la même situation. En même temps, et au-delà de cette réalité-là, il faut aussi dire qu'il y a un grand nombre de salariés aujourd'hui qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de changer de métier ou qui ont envie de changer d'entreprise. On en voit beaucoup venir à Transition Pro pour ces envies-là, parfois même d'ailleurs envie de se lancer eux-mêmes dans une création d'entreprise, ce qui peut arriver dans un certain nombre de cas. Et là aussi, on a pas mal de cas. Alors, la loi a mis en place des dispositifs, hein, ça a été rappelé tout à l'heure dans la présentation, et c'est vrai que ces dispositifs sont là pour répondre précisément à ces besoins de reconversion. Mais après, c'est vrai que la question qui se pose est celle des moyens, ça a été dit. Et quand on fait la comparaison, en effet, avec le chiffre, on voit bien qu'il y a un écart conséquent. Mais au-delà de ça, on a aussi une logique d'augmentation des demandes de reconversion qui se fait jour de plus en plus. Et on voit bien aujourd'hui, si je mets 30 secondes ma casquette de transition pro, qu'on est dans l'obligation aujourd'hui de refuser, on commence à voir ça et on le verra dans les mois qui viennent, de refuser des dossiers simplement parce que les budgets ne suffisent pas. Donc, on voit bien que cette question des moyens affectés à cette question fondamentale des reconversions est une question cruciale. Et si on avait en effet un peu plus de moyens, et encore, on parle des moyens globalement d'affectation, mais on a aussi des aberrations. J'en cite juste un exemple. Quand un salarié fait une demande de reconversion professionnelle, son CPF est automatiquement débité, sauf que ce CPF ne participe pas au cofinancement du projet. Donc, c'est évidemment un manque à gagner qui, à un moment donné, intervient et qui compte aussi dans la limitation des moyens affectés pour d'autres salariés qui seraient demandeurs. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut qu'on revoie par rapport à ça. Après, on a, dans les transitions, on a évidemment, et vous en avez parlé dans la présentation, le dispositif Transco qui a été mis en place dans le cadre du plan de relance, qui est financé par le FN Formation et qui, pour le moment, a encore un peu de mal de trouver son public. Mais ce n'est pas trop étonnant parce qu'il reste mal connu, d'une part. D'autre part, il a un objectif sur lequel, je pense, pour ce qui me concerne, est un très bon objectif, hein, le fait de vouloir mettre en relation des entreprises qui vont ou qui risquent de décruter pour une raison ou pour une autre, ou qui ont besoin d'évoluer dans leur réalité, et puis des entreprises par ailleurs qui au contraire recrutent, est plutôt une bonne idée. Et c'est une idée qu'il faut absolument maintenir. Enfin, en tout cas, nous sommes, pour la pérennisation de ce système, même s'il a encore du mal de prendre de l'élan. Dans son principe, il est évident qu'il faut le maintenir. Après, il faudra évidemment, au niveau de chaque région, en tout cas dans la nôtre, évaluer cette période de démarrage, voir un petit peu pourquoi ça a du mal de démarrer, et puis surtout mieux le faire connaître. Alors, tous les acteurs s'y attellent actuellement, hein, faire connaître ce dispositif de façon à lui permettre de répondre aux besoins à la fois des entreprises et des salariés. Et puis, vous l'avez dit aussi, dans les transitions, il y a aujourd'hui d'autres dispositifs qui existent, et en particulier les prix pour ce qui concerne les régions, hein.
dans le cadre du PLIC, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place, il y a des formations complémentaires qui sont financées, etc. Peut-être que la question qu'il faut qu'on se pose est de savoir comment on essaie de mettre du lien entre tout ça et comment on essaie de coordonner tous ces dispositifs qui sont mis en place, qui existent, qui sont financés, de façon à mettre un peu de cohérence dans une région par région dans tout ce qui est mis en place. Excusez-moi, je ne retrouve plus le micro. Donc, merci, M. Guérin. M. Thirion, vous voulez ajouter quelque chose? Je crois que sur le sujet des transitions et des mobilités professionnelles, l'objectif est totalement partagé. C'est de s'inscrire dans la logique de parcours pour le salarié en évitant au maximum des périodes de cassure qui, en étant plus ou moins longues, remettraient et rendraient plus difficile le retour à l'emploi. Donc, on partage totalement cet objectif de faciliter ces mobilités professionnelles. Et puis, le volet formation professionnelle devrait reposer dans cet objectif-là aussi sur toutes les pédagogies, les modalités de l'alternance, c'est-à-dire de pouvoir se reposer sur les mises en situation au sein des entreprises, puisque à nos yeux, ça constitue un facteur de réussite de la réinsertion et de l'insertion à l'emploi. Donc, ces pédagogies, là aussi, sur l'alternance, nous semblent assez pertinentes et tous ces outils sont assez efficaces. Je pense qu'on peut le constater. Après, effectivement, il y a une forte appétence pour les salariés de s'inscrire dans une évolution professionnelle. Pour vous donner un cas concret, sur ce mois de juillet, étant commission instruction de Transition Pro, sur ce mois de juillet, on a 3 jours de commission qui s'installent pour étudier les dossiers de transition professionnelle notamment. Donc, ça montre bien qu'on a une forte demande aussi. Et pour faire le lien aussi avec le CEP, de l'importance aussi de l'accompagnement dans cette logique de transition de mobilité professionnelle, de l'accompagnement du CEP sur la réussite d'une part du dossier et du parcours et du projet professionnel qui est souhaité par le salarié. Donc voilà, sur les mobilités, je pense qu'on a des enjeux partagés. Sur Transco, effectivement, là aussi, c'est une proposition des partenaires sociaux qui s'est faite. L'idée du projet est très bonne. Il faut continuer à communiquer, à insister sur l'existence de ce dispositif. Il a fait l'objet d'un assouplissement dans ses modalités il y a quelques temps. Donc, il faut poursuivre vraiment sur le porter à connaissance de l'outil auprès des entreprises, notamment. Très bien, merci à vous. Alexa, je te redonne la parole pour poursuivre. Merci Christine, merci pour ces éléments sur les transitions et l'accompagnement. Donc le dernier point de focus avant de se poser des questions un peu plus transversales de perspective, c'est un focus sur la question de l'alternance, parce que si Big Bang il y a eu par rapport à la loi LCAP, on peut penser que le Big Bang a surtout été le fait de l'apprentissage. Alors on peut parler de l'alternance au sens large, mais c'est surtout sur l'apprentissage que les évolutions ont été les plus profondes, puisque on est passé en très peu de temps d'un modèle de subvention porté par les régions à un modèle de régulation sur la base du coût contrat avec un travail des branches professionnelles, des OPCO et une régulation de France Compétences. Donc, on est aussi sur une ouverture de la possibilité de créer un centre de formation pour apprentis. Donc, ça a des impacts relativement forts au niveau du terrain. C'est quelques chiffres que vous voyez apparaître. Donc, par rapport à la liberté de créer son centre de formation pour apprentis, donc on est aujourd'hui à peu près, c'est des chiffres 2021, à 2700 centres de formation pour apprentis sur le territoire national, c'est-à-dire en gros un triplement entre la promulgation de la loi LCAP et aujourd'hui. On est parti de 950 CFA, 2700 aujourd'hui, donc avec une concurrence accrue, avec aussi une offre plus importante qui n'est pas forcément toujours répartie sur les territoires et sur les formations. Donc ça pose un certain nombre de questions par rapport à la carte des formations. Un effet aussi d'essor
quantitatif très très important sur les entrées en apprentissage. Donc le chiffre il est énorme puisque entre 2017 et 2021 on a plus 140% de contrats d'apprentissage avec donc 37% entre 2020 et 2021 pour arriver à 730 000 contrats d'apprentissage environ sur l'année 2021 auxquels il faut additionner les contrats de professionnalisation. Alors sur les contrats de professionnalisation on est un peu sur la dynamique inverse, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur une diminution par deux. Si on regarde les chiffres 2019 et chiffres 2021, moitié moins de contrats de professionnalisation. Niveau de prise en charge moyen autour de 7 930 € pour les contrats d'apprentissage. Donc, cette fameuse dynamique du coût contrat avec la régulation de France Compétences, c'est plutôt une prise en charge moyenne qui est plus favorable que ce qui existait dans l'ancien système. Après, il y a de grandes différences par type de certification et par branche professionnelle. On est justement là à la période du mois de juin sur des débats au sein de France Compétences sur les nouveaux barèmes de prise en charge, avec donc des propositions qui remontent de la part des branches professionnelles, avec quand même une indication de France Compétences qui était de revoir à la baisse les coûts contrats. Donc il y a un gros travail en cours qui pour l'instant n'est pas finalisé. D'ailleurs, on ne sait pas si les nouveaux barèmes de prise en charge vont être effectifs en septembre ou en janvier 2023, ce qui pose des questions opérationnelles importantes. Pourquoi la question de la diminution? On revient sur la question du modèle économique global de la formation professionnelle, qui part de la collecte de la contribution unique à la formation au développement de l'alternance, et puis à la répartition dans les différentes enveloppes gérées par le conseil d'administration de France Compétences. On est sur un poste autour de l'alternance qui est le poste qui est le plus important par rapport aux fourchettes qui sont possibles de par la loi. Et on sait que c'est un des éléments de complexité sur l'équilibre financier actuel, deux postes compliqués ou deux postes plus importants. L'apprentissage, il y avait une question autour des chiffres spécifiques. J'ai les chiffres 2021, donc un peu plus de 5,8 milliards pour la question de l'alternance. Et encore, on sort la question de l'aide au permis de conduire des apprentis qui est gérée par le réseau des ASP. Et un chiffre en développement aussi sur le compte personnel de formation qui pourrait évoluer encore plus de façon plus sensible sur l'année 2022 avec une hausse du nombre de dossiers formation. Donc cette question des coûts contrats, elle est importante par rapport à la suite des évolutions par rapport à l'alternance. Le rapport parlementaire met aussi en exergue au-delà des chiffres, et c'est aussi très important de le dire, des évolutions plutôt qualitatives, notamment au niveau des publics qui rentrent en contrat d'apprentissage. Donc il y a une hausse qui touche tout type de public, mais souvent l'apprentissage était très prégnant sur les publics, on va dire, moins de 20 ans, avec l'augmentation de l'âge légal où on peut encore signer un contrat d'apprentissage. On voit qu'il y a beaucoup de publics entre 26 et 30 ans qui utilisent cette modalité. Tous les niveaux de certification bénéficient de l'essor de l'apprentissage, notamment les niveaux Bac+3 et plus, ce qui n'était pas forcément l'objectif recherché, puisqu'il y avait aussi volonté d'accompagner les jeunes les plus éloignés du système scolaire qui seraient sortis du système sans un premier niveau de qualification. Et là, si toutes les certifications augmentent par rapport à l'apprentissage, ce qu'on peut regarder, c'est que la part des apprentis qui préparent un diplôme de niveau bac ou inférieur au niveau bac, elle a diminué par rapport à la part des apprentis qui préparent une certification de niveau supérieur quand on regarde des chiffres entre 2016 et 2021. On avait des objectifs aussi par rapport à l'accueil des publics en situation de handicap sur l'apprentissage, avec un objectif à 10 000 apprentis en situation de handicap accompagnés. L'objectif, il n'est pas tout à fait atteint, mais il y a une évolution aussi très sensible sur ce volet-là.
qui correspond à la logique de l'esprit de la loi. Donc, on va dire que c'est vraiment une réforme très profonde de la logique de l'alternance portée par une ambition politique de développement fort de l'apprentissage, qui est toujours défendue par les pouvoirs publics. La première ministre, Madame Borne, est intervenue très récemment sur la question du financement de l'apprentissage en disant que ça restait une priorité. Elle est intervenue pourquoi pour un point très spécifique qui est la question des aides exceptionnelles à l'alternance et notamment à l'apprentissage. Vous savez que le système il a été porté par les évolutions de la loi LCAP, mais également en marge de la loi LCAP par le plan de relance et notamment le plan jeune qui a permis de mettre en place un système d'aide exceptionnelle de 5 000 ou de 8 000 euros pour l'accueil d'un jeune majeur ou mineur, à condition que l'on aille sur des certifications qui ne dépassent pas le niveau master. Et ce système d'aide exceptionnelle, donc il a aussi contribué au développement du nombre de contrats d'apprentissage. Il devait s'arrêter demain, au 30 juin 2022, et il a été décidé de le prolonger sur 6 mois supplémentaires, donc jusqu'à la fin du mois de décembre 2022, sachant que les textes sont en cours pour faire rentrer dans l'ordonnancement juridique cette modification et étirer les aides exceptionnelles sur 6 mois supplémentaires. Donc il y a beaucoup de questions et je pense qu'on va plutôt interroger Monsieur Guéringue et Monsieur Thirion sur les enjeux et les perspectives par rapport à l'alternance. Il y a des questions sur le modèle économique, sur la politique de développement, sur le côté pédagogique qui est peut-être un petit peu moins mis en avant sur les évolutions et l'accompagnement pédagogique, sur les simplifications aussi, puisque derrière on a un système qui s'est mis en place avec en parallèle une évolution des OPCA vers les opérateurs de compétences qui deviennent les guichets uniques de l'alternance et qui ont dû se structurer sur l'accompagnement des entreprises par rapport à ce volet. Donc, on a un rapport de la Cour des comptes qui a été publié très récemment, qui revient sur un certain nombre de choses, notamment sur la question du financement de l'apprentissage, qui met en avant un certain nombre de recommandations sur la définition de priorités stratégiques par rapport à la définition de la politique d'alternance, sur éventuellement une réflexion sur les exonérations, puisqu'on a encore un système d'exonération par rapport à la taxe d'apprentissage sur certains territoires, au Rhin, Bas-Rhin, Moselle, sur aussi bien sûr la question de ces aides exceptionnelles qui n'ont pas vocation à être prorogées encore dans le temps sur l'année 2023, et sur la question du coût contrat à déterminer, et les débats sont en cours. Donc peut-être qu'au-delà de ce qui est proposé dans le rapport d'évaluation, c'est intéressant. Donc vous aurez les éléments dans le support. Je vous ai remis les différentes propositions qui étaient faites dans le cadre du rapport parlementaire d'évaluation de la loi. Peut-être qu'on peut interroger Monsieur Guéringue et Monsieur Thirion sur le bilan sur ce changement vraiment fondamental par rapport à l'ancien système. Oui, tout à fait, Alexia. Donc, effectivement, par rapport à l'alternance, pour vous, Monsieur Thirion, Monsieur Guéringue, quels sont les enjeux à court terme et puis les perspectives à long terme par rapport à l'alternance? Alors, sur ce sujet de l'alternance et de l'apprentissage, je pense qu'en premier lieu, il faut se réjouir aussi, alors là pour le coup du volet apprentissage, il faut se réjouir des excellents chiffres aussi d'entrée en apprentissage que l'on connaît sur ces dernières années. Les chiffres sont vraiment exceptionnels, on peut le dire. Alors ça a été dû aussi, c'est un succès qui est dû à un certain nombre de facteurs. Il y a eu effectivement à la faveur de cette loi LCAP un changement aussi un petit peu culturel qui s'est amorcé autour de l'image de l'apprentissage et de la valorisation des métiers et de cette filière. Il y a eu il y a eu une libéralisation aussi, vous l'avez dit, sur l'assouplissement du cadre juridique pour les CFA. Et puis, il ne faut pas le nier aussi, les aides qui ont été envisagées et déployées voici 2 ans auprès des entreprises qui s'inscriraient dans cette démarche d'embauche d'apprentis a vraiment eu des effets excessivement positifs. Et bien évidemment, vous doutez bien qu'on se réjouit
nous aussi, de la prolongation de ces aides jusqu'au 31 décembre 2022. La question va se poser de l'après, mais au moins, voilà, on a cette logique d'entretenir la dynamique de l'apprentissage et de l'alternance, et tout en sécurisant aussi le système et l'approche financière. Et je pense que pour revenir à votre question sur les enjeux à court terme, et je vous dirais même à très court terme, pour nous, c'est vraiment la question du financement. Très très court terme, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, hein, il y a un CA de France Compétences qui doit entériner un certain nombre de décisions, et a priori, on tendrait vers une baisse, voire un coup de rabot de l'ensemble des coûts de contrat, ce qui ne nous semble pas aller dans une bonne logique, surtout pour des filières et des métiers qui sont d'une part actuellement en tension de recrutement sur les territoires, hein, je pense que c'est partagé sur beaucoup de régions, et qui ont depuis toujours cet ADN de l'apprentissage, et qui recrutent beaucoup d'apprentis. Je pense notamment à tous les métiers de bouche, les métiers de l'alimentaire, les boulangers, les bouchers et autres, qui se retrouvent dans une situation compliquée à l'heure actuelle. Et donc, cet enjeu à court terme du financement et du risque de voir les coûts rabotés nous inquiète beaucoup, parce que c'est un risque d'assèchement de compétences, il faut le dire comme il se doit, pour les années à venir. Vous savez, nous, on a l'habitude de dire que l'apprenti d'aujourd'hui est le salarié de demain et le chef d'entreprise d'après-demain. Alors, ce n'est pas la logique ultime, bien évidemment, mais voilà, on sait que près de 60% des chefs d'entreprise artisanales sont d'anciens apprentis. Donc, on a un enjeu aussi pour le maintien de l'entreprise et les maintiens de l'emploi, de poursuivre à renforcer cette dynamique de l'apprentissage et de l'alternance. Je reviens aussi sur les éléments que vous avez dit par rapport au niveau de diplôme. Alors, j'ai ressorti moi quelques chiffres effectivement qu'on a sur 2020. Sur le périmètre, alors pour le coup, économie de proximité, on est effectivement à 50% des apprentis qui s'investissent dans une formation niveau CAP. Mais on voit la part des niveaux 4, 5, 6 augmenter. Donc, c'est vrai que ça interpelle et ça interroge aussi. Et je crois que la Cour des comptes souligne aussi cet objectif. Et donc, on aura un effort aussi à faire, notamment en termes d'orientation. Je pense que parler d'alternance, d'apprentissage et de valorisation des métiers, sans parler de l'orientation, on ferait une erreur, ou tout du moins, ce serait une forte lacune. Et j'en dirai quelques mots en conclusion par rapport à ce volet orientation. Et sur le financement, effectivement, la Cour des comptes dresse quelques pistes. Certaines peuvent être reprises, bon, toutes non, mais tout du moins à nos yeux, il ne faudrait pas que ces économies soient faites sur ce qui relève du cœur même de l'apprentissage, c'est-à-dire à la fois les équipements techniques, les bâtiments, les enseignants non plus. Donc, ce n'est pas vers ce type d'économie qu'il faut aller, au risque, encore une fois, de remettre en question cette dynamique positive de l'apprentissage. Et quelques années de ça, on a eu aussi une baisse importante sur la filière et de l'appétence à la filière, justement parce qu'il y a eu un arrêt un peu trop brutal d'un certain nombre de dispositifs d'accompagnement qui ont été décidés. Donc voilà pour les enjeux à très court terme à nos yeux. Et il y en a tellement sur l'apprentissage et l'alternance que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière. Tout à fait. Monsieur Guérin. Oui, alors sur ces questions de l'apprentissage, d'abord un constat. Il faut bien se rendre compte qu'on est actuellement dans une situation où le CPF et l'apprentissage sont les deux sujets qui ont fait en quelque sorte exploser les comptes de France Compétences. C'est une réalité qu'il faut qu'on regarde aussi en face par rapport à ça. Après, un principe que je partage complètement avec Jean-Marc Thirion, l'apprentissage évidemment reste une priorité pour accéder à l'insertion, et l'orientation doit en faciliter l'accès, évidemment. Après, je suis moi aussi interpellé, Jean-Marc Thirion l'a dit, mais par le fait que l'augmentation de l'apprentissage actuellement se dirige plutôt vers les personnes les plus qualifiées, forcément, ça doit nous interpeller et nous amener à poser un certain nombre de questions. Après, ce qui est vrai aussi, c'est qu'à mon sens, l'apprentissage doit être développé en relation avec les besoins de l'emploi. Et par rapport à ça, j'ai tendance à penser que
On peut se réjouir de l'augmentation du nombre d'apprentis, mais ce qui me préoccupe, moi, c'est qu'à un moment donné aussi, il faut qu'on sorte de la simple logique du quantitatif et essayer de rentrer un petit peu dans la logique du qualitatif. Parce qu'il faut absolument, par rapport à ça, qu'on se dise que il y a quand même des réalités, il y a des effets d'aubaine qui existent, il y a un certain nombre de dérives qu'on constate, il y a des choses qu'il faut quand même qu'on revoie par rapport à tout ça. Il faut absolument qu'on évite les effets d'aubaine et qu'on puisse créer un lien entre les apprentis qu'on va former et puis les demandes en emploi ou les besoins en emploi tels qu'on les constate dans une région donnée. Après, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il faut absolument garantir un meilleur accompagnement des jeunes, ce qui implique de veiller à la qualité de l'offre, hein, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Et puis sur la question spécifique de l'apprentissage, mais qui peut aussi globalement sur l'alternance, hein, la question des tuteurs n'est pas neutre non plus. La formation des tuteurs doit sans doute être promue un peu plus largement qu'elle ne l'est aujourd'hui. Par rapport à l'alternance et sur les perspectives à plus long terme, on a, enfin, pour aller vite, hein, moi je repère à peu près 3 enjeux dans ce domaine-là qu'on pourrait un petit peu partager. D'une part, je pense qu'il faut améliorer les dispositifs d'orientation vers l'apprentissage. Et par rapport à ça, peut-être voir dans quelle mesure on peut aller sur un rapprochement entreprise-établissement scolaire qui puisse aider justement autour de cette question de l'orientation. Ensuite, il y a la question de l'accompagnement des jeunes. L'accompagnement des jeunes et en particulier, on a à soutenir plus fortement l'innovation pédagogique dans les CFA. C'est une question qui a été soulevée tout à l'heure, mais c'est aussi un vrai enjeu pour nous pour l'avenir. Et puis, il est souhaitable hautement d'harmoniser les aides aux entreprises pour l'embauche des jeunes en alternance de façon globale. Et c'est vrai que le sujet, vous l'avez dit tout à l'heure, mais pour nous aussi, c'est un vrai sujet, des coûts-contrats est un sujet qui existe et qu'il faut regarder. Ces coûts-contrats avaient été fixés par les branches en 2019, je crois. En principe, il devait y avoir, si je ne me trompe pas, une mise à jour en 2022. Mais en tout cas, c'est un enjeu important parce qu'évidemment, moduler les coûts contrats, ça permet d'investir là où il faut investir. Et donc, c'est quelque chose d'important pour nous. Voilà, pour aller vite. Hein. Très bien, merci beaucoup. On va revenir vers vous tout à l'heure, mais donc je vais rendre la parole à Alexia et ensuite nous verrons aussi si nous avons quelques questions. Merci, merci Christine. On va terminer avec une logique un peu prospective, c'est-à-dire se poser la question « et demain ?» Ça sera la conclusion et puis on va reprendre des questions. On a répondu déjà à quelques éléments sur les rubriques de questions-réponses directement, mais on va reprendre quelques questions pour les partager ensemble. Donc la question « et demain ?» elle est un peu prospective avec une interrogation par rapport au programme politique de notre nouveau président et puis du gouvernement qui vient de se mettre en place. On n'a pas de boule de cristal, donc on ne va pas pouvoir aller très très loin dans la prospective, hein, mais simplement reprendre des éléments sur ce qui était porté dans le cadre du programme. Et ça fait beaucoup de liens avec ce que vous avez évoqué, M. Guérin et M. Thirion, en parlant de la question de l'orientation. C'est vrai que le positionnement actuel du président et ce qui devrait être aussi le positionnement du gouvernement, c'est moins une évolution pas vraiment ciblée uniquement sur la formation professionnelle que plutôt un travail qui serait sur ce qui fait du lien avec la formation professionnelle, notamment sur la question de l'orientation professionnelle, la question de la réforme du lycée professionnel et effectivement de la place des entreprises et de l'accompagnement des jeunes pour en faire aussi une voie d'excellence, la question des filières professionnalisantes dans les universités, alors pas à la place d'eux, hein, en complément, c'est aussi à mettre en connexion avec le fameux plan France 2030, hein, qui identifie des filières particulières vers lesquelles il y a des besoins et des nécessités d'accompagnement via la formation initiale comme la formation continue. Donc, on est vraiment plutôt sur des aménagements possibles en lien avec plutôt une réforme peut-être à venir de
l'orientation que de la formation professionnelle stricto sensu. Ceci étant, on retrouve dans les discours du président des éléments sur la question de la valeur d'usage des certifications, quelque chose sur lequel France Compétences se positionne déjà par rapport à la régulation qui est faite au niveau des répertoires, et sur la question des priorités par rapport au financement des formations, avec peut-être, et ça a été évoqué dans certains discours, une volonté de potentiellement pouvoir déréférencer, et à voir dans quel cadre, hein, la question peut être par exemple autour du CPF, des formations qui ne seraient pas suffisamment qualifiantes ou des formations qui ne permettraient pas réellement de déboucher sur des emplois qui seraient en cohérence, hein, avec les besoins du territoire. Vous avez évoqué l'orientation, vous avez évoqué aussi, hein, vraiment être au plus près des besoins des entreprises sur les territoires et pas qu'il y ait un décalage trop important entre la formation et puis les besoins réels en emploi. Donc on retrouve ça dans le programme politique. Il y a un volet qui est plutôt porté sur la question des parties prenantes, hein, des acteurs de l'écosystème. C'est la question notamment de France Travail, sur laquelle on a peu d'éléments pour l'instant, hein. L'idée qui a été lancée, c'est l'idée du lieu unique où le demandeur d'emploi peut aller et où il peut à la fois avoir l'accompagnement par rapport au retour à l'emploi, mais aussi être éventuellement dans une situation de bilan de compétences, avoir des informations sur les formations, pouvoir suivre une formation particulière, avoir formation sur les métiers qui recrutent et des informations aussi sur ce volet-là, avec l'idée de travailler sur la synergie des acteurs de l'accompagnement sur tous les volets. Donc, on verra si ça prend corps sur quelque chose d'effectif ou pas, hein. Là, on est sur une prospective qui va aussi dépendre des questions de majorité au sein du Parlement. Et puis, je l'ai mis un petit peu de côté, la question reste en filigrane du financement. On l'a évoqué presque sur tous les sujets, hein, sur le CPF, sur les transitions professionnelles, sur l'alternance. Elle n'est pas évoquée et écrite de façon formelle dans le programme politique, mais c'est une question sur laquelle nécessairement dans les semaines à venir, il va y avoir des positionnements. La Première ministre l'a évoqué par rapport à la prolongation des aides exceptionnelles. On a des éléments dans le rapport de la Cour des comptes qui vient d'être publié il y a quelques jours, hein, qui donnent des pistes. Donc c'est, on va dire presque un passage obligé. De toute façon, il va y avoir les éléments de discussion sur la future loi de finances. Et dans le cadre de la loi de finances, questionnement sur le fait d'aider encore le budget de France Compétences ou pas, comme ça a été le cas, hein, sur les exercices antérieurs. Donc on peut dire que ça, c'est la question presque transversale qui inonde un petit peu toutes les sujets qu'on a évoqués ensemble et sur laquelle peut-être il y aura le plus d'éléments à suivre dans votre veille quotidienne sur les semaines qui viennent. Très bien, merci Alexia. Donc, je vois qu'il y a quand même quelques questions. Est-ce qu'on peut les prendre pour que chacun puisse y répondre? Alors, peut-être qu'il y avait une question sur le financement, sur la formation des indépendants, comme Monsieur Thirion est présent. Il y avait une question sur le cofinancement qui paraît très compliqué, voire quasi impossible. Donc, peut-être une petite retour sur ce volet-là. Je ne peux que partager les difficultés pour les travailleurs indépendants de bénéficier de cofinancement pour leur financement, leur formation, pardon. Oui, ça concerne et ça va renvoyer aussi aux disponibilités financières des différents FAF, hein, notamment le FAF CEA pour ne parler que de lui. C'est un sujet qu'on a depuis quelques années. Quelle solution? Je serais bien en peine de vous les donner directement. Mais oui, c'est un vrai sujet que l'on a sur les travailleurs indépendants. Effectivement, on est sur un système de cotisation qui est déjà particulier, qui est à part du système, on va dire, de droit commun, donc qui ne fonctionne pas de la même manière. Et du coup, les montages multifinancement qu'on peut imaginer dans certains cadres sont peut-être aussi plus compliqués dans le cadre des indépendants. Et on parlait d'harmonisation aussi des démarches sur les montages des dossiers vis-à-vis des OPCO notamment. Les difficultés sont démultipliées pour les travailleurs indépendants, comme vous venez de le souligner. Donc,
Alors, on a une autre question, on a 2 questions qui touchent à la question de la formation en entreprise, sur laquelle on peut peut-être tous répondre. Sur le plan de développement des compétences à l'initiative des entreprises, avec l'idée de savoir s'il y a des tendances particulières par rapport au plan de développement des compétences, des éléments d'enquête et puis peut-être un ressenti aussi sur la façon dont les entreprises, les directeurs des ressources humaines s'approprient, on l'a évoqué rapidement, la notion de développement des compétences et comment sur le terrain ça se matérialise par rapport à des choix qui peuvent être opérés sur le plan de développement des compétences. Je retraduis vos questions. On l'a évoqué, Monsieur Guérin, vous l'avez évoqué par rapport au décalage qu'il pouvait y avoir entre, on va dire, l'esprit de la loi et ce qui, sur le terrain, se met en place dans le cadre des entretiens professionnels. On l'a évoqué uniquement sur les entretiens professionnels. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin par rapport à la question du plan. Enfin, oui, ce que je peux peut-être préciser, c'est que globalement, parce que ce que je dis là, c'est un petit peu un retour terrain par rapport à ce qui se passe actuellement dans les entreprises, c'est par rapport à ce que j'entends des différentes représentations dans les entreprises. C'est qu'aujourd'hui, globalement, c'est vrai que cette logique de plan de développement des compétences n'est pas rentrée en action en quelque sorte. On n'a pas vu dans les entreprises, y compris d'ailleurs par l'ensemble des partenaires sociaux, on n'a pas vu cette évolution-là suffisamment et on est resté, comme je le disais, sur une logique plan de formation tel qu'il existait avant. La difficulté, elle tient peut-être aussi au fait que comme il n'y a pas suffisamment d'échanges là-dessus au sein des entreprises, moi j'ai encore hier interpellé des élus CSE, des élus qui a remplacé le comité d'entreprise, le CSE dans les entreprises, de façon à essayer de voir ce qui se passait dans le cadre du plan de développement des compétences. Tous disent un peu la même chose. C'est quelque chose qui aujourd'hui ne se négocie toujours pas, 4 ans après la loi, dans les entreprises, de façon globale, quoi. C'est-à-dire, on a une majorité d'entreprises, parce que je ne veux pas non plus généraliser à outrance, mais on a une majorité d'entreprises dans lesquelles cette logique de plan de développement des compétences n'est pas du tout entrée. Donc, on a ce déficit-là, et c'est vrai que si on veut avancer sur cette volonté de réfléchir plutôt aux compétences, il va falloir franchir ce pas-là dans l'avenir. Alors, il y a un certain nombre d'études par rapport à le positionnement des responsables d'entreprise par rapport à la question des modalités qui est évoquée. Et il y a aussi une interrogation sur la formation en interne, la formation en externe. Monsieur Thirion a évoqué tout à l'heure la question des modalités pédagogiques, donc de l'alternance, peut-être de l'action de formation en situation de travail. Il y a aussi un questionnement sur ce qui, dans le cadre du plan de développement des compétences, doit être internalisé, ce qui va être le fait directement de l'entreprise, ce qui va être le fait d'un travail avec des partenaires, des organismes de formation, des consultants, etc. On voit aussi développement de formation à l'interne avec des formateurs occasionnels qui sont plutôt embarqués dans la logique de l'entreprise. Ça, c'est aussi une tendance qui est assez perceptible et qui est identifiée dans un certain nombre de rapports et d'enquêtes ou de sondages, d'opinions auprès des responsables d'entreprise. On a aussi une confusion, si je peux me permettre, dans les entreprises par rapport à ce qui relève des plans de développement des compétences, normalement, et puis, par exemple, les formations obligatoires. On a encore cette confusion-là qui se fait. Les formations obligatoires, c'est un peu autre chose. Et ça doit être traité un peu à part pour moi. Et souvent, on considère dans les entreprises que ces formations obligatoires, en fait, c'est des formations comme les autres. Et il n'y a pas de raison que, par exemple, on ne fasse pas l'utilisation du CPF pour les financer, ce qui est un non-sens, et ce qui est en plus non légal. Mais voilà, on a cette confusion qui se fait et ça demande encore du travail pour en sortir. Très bien. Alors, pour ma part, juste une petite remarque, et ça reviendra un petit peu sur la conclusion, mais l'appropriation, notamment sur cette notion de compétences et plan de développement des compétences au sein des entreprises, elle se fait et elle va se faire sur le long cours, je pense aussi. Et ça m'amène aussi à penser que dans les perspectives d'évolution de la loi, faisons attention à ne pas revenir ou remodifier des choses pour lesquelles effectivement l'appropriation commence et amplifions cette appropriation avec les outils adéquats
mais ne revenons pas sur ce qui a été déjà déployé, quoi. Voilà, c'est un vœu un peu pieux, peut-être, je ne sais pas, mais dans l'évolution de la loi, comme celle-ci ou comme sur d'autres d'ailleurs, évitons de rebrosser encore, de rechercher l'idée d'un Big Bang, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur différents aspects. L'appropriation, elle va se faire à long terme, à mon avis, notamment encore une fois, pour les entreprises de plus petite taille. Ça va prendre du temps, mais il faut l'amplifier. Voilà. Peut-être une toute dernière petite question, on pourra peut-être glisser ça dans les supports. Il y avait une question en rapport avec les sources pour retrouver les chiffres du nombre de CPFTP, POI, etc. Oui, alors effectivement, donc je me suis basée essentiellement sur le jaune budgétaire, donc l'annexe à la loi de finances qui est dédiée à la formation professionnelle que vous retrouvez tous les ans. C'est un rapport public hein, que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet. Sur le CPF, vous avez des chiffres qui sont publiés chaque année par la Caisse des dépôts et consignations. Vous les retrouvez directement sur la plateforme Mon compte formation. Hein. Il y a des chiffres là qui datent du mois d'avril 2022. Il y a une petite infographie de présentation. Et après, vous avez des éléments qui viennent de chaque acteur positionné sur les dispositifs de prise en charge, hein, notamment par exemple les associations de transition pro pour la question du CPF de transition ou de Transco. Voilà pour illustrer quelques aides pour le volet chiffré. Oui, pour les transitions, aussi, les renseignements existent sur le site de Transition Pro sans difficulté. Bien, nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Donc, en conclusion, je vais m'adresser aux deux partenaires sociaux et puis leur demander quelles sont les attentes, quelles sont les priorités pour les mois à venir. Je ne sais pas qui commence. Comme vous voulez. Ben, je l'ai, donc je commence. Donc, c'est un petit peu autour des attentes et des priorités. En résumé, je peux donner quelques pistes. Hein. On l'a vu un peu tout au long de ce webinaire. La loi de 2018 demande un certain nombre d'ajustements. Alors, par contre, comme ça a été rappelé au tout début de ce webinaire, on ne va pas refaire une nouvelle réforme. Les réformes se sont enchaînées 2019, 2014, 2018. On ne va pas en refaire une autre en 2022. Donc, c'est vrai qu'on parle bien d'ajustement et pas de remettre en cause. J'espère en tout cas. Après, parmi les choses qui sont prioritaires à prendre en charge dans les périodes qui viennent, il y a évidemment, mais vous l'avez dit, la question du financement de la formation, hein, mais il y a aussi la question de la répartition de ce financement entre les différents acteurs et les différents dispositifs. Tout ça doit être visité forcément. Ça doit permettre à un moment donné d'assurer un équilibre global, mais aussi de répondre aux enjeux et priorités tels qu'on les aura définis, tels qu'ils seront définis, j'espère, avec les partenaires sociaux. Il faudra évidemment revoir la formation d'entreprise. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais ça fait partie des choses qu'il va falloir continuer de faire évoluer de façon régulière, avec toutes les questions qui ont été posées là aussi pendant ce temps d'échange, que ce soit l'évolution des compétences, le CPF, avec son abondement et les conditions de son utilisation, les entretiens professionnels, etc. Je ne veux pas reciter tout, mais c'est vraiment un vrai enjeu pour l'avenir de revoir cette question-là. Il y a la question du pilotage de la formation professionnelle, on l'a effleuré aussi, c'est un sujet, et peut-être aussi de la coordination des acteurs. Je me demande d'ailleurs, dans ce cadre-là, si ça ne va pas être l'occasion dans le futur de revoir un peu peut-être le renforcement du rôle du CREFOP dans ce domaine-là, qui pourrait être un lieu de réflexion autour d'une stratégie régionale globale. Parce que c'est peut-être ce qui manque un peu, arriver à avoir une stratégie un peu plus globale au niveau d'une région comme la nôtre. Et puis, il y a la question de l'évaluation des différents dispositifs. Ce n'est pas le tout d'avoir des dispositifs en place, ce n'est pas le tout de les financer. Encore faut-il derrière pouvoir en évaluer leur efficacité. C'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place sur un certain nombre de dispositifs. Je pense notamment au prix pour la région, mais il faudrait le faire pour l'ensemble des dispositifs. C'est vrai que c'est un travail qui est déjà en cours par les partenaires sociaux. Ça a été engagé par nous sur les dispositifs dont nous avons la charge. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir poursuivre pour l'avenir. Et puis, juste un mot, parce qu'on n'en a pas du tout parlé tout à l'heure, mais quand on parle de formation, on parle aussi de la nécessaire formation des personnes les plus en difficulté.
Et par rapport à ça, je pense que s'il faut revisiter un peu la loi sur un certain nombre de domaines, il faudrait peut-être mettre un peu plus l'accent que par le passé sur deux sujets, dont l'un a été effleuré par vous aussi. Le premier, c'est Cléa. Autrement dit, c'est la capacité de former les personnes qui sont les plus en difficulté. Et ça, il faudrait pouvoir le développer et l'intégrer dans les textes. Et puis le deuxième, c'est en effet le passeport compétences, qui s'appelle ici Trace tes acquis dans notre région, et sur lequel il y a un vrai intérêt, ne serait-ce que pour pouvoir permettre aux gens de suivre un peu tout ce qu'ils font tout au long de leur parcours. Il y a un vrai intérêt à poursuivre le développement de cet outil-là. Voilà, pour résumer. Monsieur Thirion. Oui, alors pour ma part, j'en ai déjà, d'un point de vue global, je l'ai précisé juste avant, hein, le premier souhait véritablement sur cette évolution, adaptation de la loi de 2018, c'est d'éviter de nouveau de repartir presque d'une feuille blanche. Et donc, comme Bernard l'a dit, de refaire une nouvelle réforme. Non, adaptons ce qui existe déjà, répondons aux lacunes qui sont identifiées, et adaptons les dispositifs tels qu'ils sont là. Il y a du boulot, hein, c'est clair, hein, on l'a vu tout au long de cette matinée, mais à partir du moment où on aura un diagnostic, une évaluation partagée par l'ensemble des acteurs, on aura la possibilité de cibler certains points plus précis dans la loi, mais encore une fois, évitons de nouveau le Big Bang pour éviter une déstructuration de ce qui a déjà été entamé. Ensuite, sur des points un petit peu plus spécifiques, alors ça ne vous surprendra peut-être pas, et je pense que le fait que le titre premier de l'accord cadre vise le fait d'encourager durablement le recours à l'alternance, je pense que l'un des points principaux, tout du moins l'une de nos priorités, sera effectivement d'assurer cet ancrage dans le temps du recours à l'alternance. Et pour revenir sur les enjeux un petit peu à plus long terme de cette filière, notamment, ça veut dire aussi renforcer l'accompagnement des jeunes qui entrent en apprentissage dans leur parcours de formation en entreprise. Je rejoins complètement Bernard sur le sujet. C'est aussi une condition de réussite de leur parcours professionnel et de leur vie professionnelle par la suite. Il y a une idée aussi, vous avez parlé de la réforme des lycées professionnels, peut-être imaginer la question de passerelle, hein, on ne l'a pas forcément trop évoqué, mais pour des jeunes qui se retrouvaient en situation délicate de ne pas avoir pu trouver, d'être entrés en formation, de ne pas avoir pu trouver de contrat d'apprentissage, et bien de pouvoir rassurer une porte, une ouverture dans un autre cadre. Et ça me renvoie aussi à la nécessité de la coordination des acteurs. Et là, je rejoins encore une fois Bernard. On l'a vu il y a 1 an et demi, lors de la mise en place de la cellule de suivi des apprentis sans contrat, qui a été créée dans l'ensemble des régions et qui a montré aussi toute la nécessité de la fluidification de l'échange, de la coordination de l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle, en l'occurrence de l'apprentissage, pour trouver des solutions auprès des jeunes. Donc, le volet coordination des acteurs est essentiel. Alors, ça ne vous surprendra pas non plus, puisque je bouclerai la boucle avec le rôle des partenaires sociaux. Je pense qu'on a une réelle plus-value à jouer sur cette gouvernance globale de la formation professionnelle en nos qualités de partenaires sociaux et de partenaires sociaux ancrés dans les territoires, ancrés sur les attentes aussi et les besoins des entreprises et des salariés. Donc, on a ce sujet-là à conforter. Et puis, bien sûr, la question du financement, mais je ne vais pas y revenir. Ce seront des sujets sensibles et importants. Voilà. Après, voilà, nous sommes sujets aussi, le travail se poursuit au sein des différents groupes de travail, mais on est aussi sujet à un environnement et un contexte politique, vous l'avez dit en introduction, qui fait que, espérons que les choses puissent se faire dans la sérénité et le long terme. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup
Merci pour toutes ces informations. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Je tiens à remercier particulièrement Alexia pour cette présentation très, très éclairante sur les différents points de ce bilan. Je tiens aussi à remercier infiniment nos 2 partenaires sociaux qui ont répondu présents et qui se sont prêtés aussi à l'exercice qui n'était pas aussi évident que ça. Donc, je les remercie fortement. Je remercie Maude Roussal pour bien tout le travail qu'elle a pu faire pour mener à bien ce webinaire qui a bien fonctionné. Et donc, je remercie bien sûr tous les participants et donc le questionnement qu'ils ont pu avoir. J'espère que les éléments que l'on a fournis à travers ce webinaire ont permis de leur en apprendre un peu plus. Et puis donc, juste avant de vous dire au revoir et puis surtout passer de bonnes vacances, c'est que je tiens à vous annoncer que nous avons donc en fort établi un partenariat avec le GIP FTLV de Bourgogne pour préparer donc des temps forts, des temps d'échange mensuels d'1 heure à distance sur des thématiques autour de l'environnement de la formation. Et donc, ils débuteront à partir de la rentrée de septembre sous le nom de temps forts et ils vous seront communiqués très prochainement. Donc ça, c'est quelque chose d'aussi très, très important pour contribuer aussi à la compréhension de ce monde de la formation qui est très mouvant et qui demande donc évidemment d'établir une veille, une information, une capitalisation de tout ce qui existe. Et donc, je remercie encore aujourd'hui donc toutes les personnes présentes et tous nos invités. Merci à vous et très bonnes vacances à tous. Je vois en mot de la fin, Christine, merci beaucoup pour ta confiance, la confiance d'Amphore. Merci à tous pour vos questions. On vous rappelle que vous bénéficierez du support, que vous aurez un petit questionnaire de satisfaction à renseigner par rapport à l'événement. Et puis, ravi de vous retrouver pour la suite à partir de septembre sur les temps forts. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir à tous. À tous. Bel Au après-midi. revoir.